Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Je vais attendre encore une petite minute là pour laisser le temps au dernier d'arriver et puis on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet. Pour la suite du webinaire, je couperai ma caméra simplement pour qu'on puisse bien se focaliser sur le contenu, mais c'était quand même important que vous ayez un visage qui vous accueille aujourd'hui. Je vous propose qu'on commence dès maintenant donc ce webinaire. Je vais couper ma caméra et puis on va commencer à regarder tout ça ensemble. Donc effectivement, pour parler rapidement de Deltamu, donc effectivement on est expert en métrologie, on apporte une expertise qui est assez unique. Aujourd'hui, la thématique du webinaire, on va avoir quatre grands aspects. En premier lieu, c'est pourquoi optimiser? Parce que le sujet d'aujourd'hui, effectivement, ce sont les méthodes d'optimisation qu'on propose chez Deltamu. En deuxième lieu, on fera un focus sur les méthodes d'optimisation qu'on propose. Il y en a deux dont on va parler aujourd'hui. On va présenter ensuite notre démarche, comment on peut vous accompagner. Et puis le dernier volet, ce sera de vous présenter les éléments qui font qu'il est intéressant de choisir Deltamu et de travailler avec nous. Alors, tout de suite, pour commencer, donc on va discuter de pourquoi optimiser. Donc déjà, généralement, le constat qu'on fait, c'est que la fréquence de calibration ou d'étalonnage de vos instruments de mesure, elle repose souvent sur des pratiques historiques, sans forcément d'appui sur des données ou de méthodes spécifiques. L'objectif, nous, ce pourquoi on vous accompagne, c'est que déjà en premier lieu, ça va vraiment vous permettre de réduire les coûts et d'éviter des vérifications qui sont inutiles. Réduire les coûts directs et indirects, parce que vous avez une partie de vos instruments de mesure que vous allez envoyer en calibration directement auprès du laboratoire. Donc là, ça va être vraiment des réductions de coûts directs, mais indirects aussi, tout simplement parce que ce que vous faites en interne, ça peut être optimisé également. Et là, ça va vous libérer du temps pour des tâches à plus haute valeur ajoutée, voire pourquoi pas vous libérer du temps pour monter en compétences aussi, etc. Et puis, ce qui va être intéressant également, c'est qu'on vous accompagne, quelle que soit la maturité de vos données. En fait, avec l'expérience et le recul qu'on a, on en parlera un petit peu plus loin dans la présentation, mais on va être capable vraiment de vous accompagner, peu importe où est-ce que vous vous situez, si vous avez des données qui sont pertinentes ou non, si vous y avez facilement accès ou non, on saura répondre à votre besoin et vous accompagner. Les objectifs et les enjeux, il y a deux objectifs qui sont vraiment économiques et qualité. En premier lieu, comme je l'ai dit plus tôt, c'est qu'on va vous aider à maîtriser les coûts et à les réduire, à avoir un fonctionnement qui soit en réalité avec et en lien surtout avec votre réalité, votre façon de produire, etc. On va également permettre d'anticiper et réduire les non-conformités des instruments, parce qu'avec les méthodes qu'on va mettre en place, on s'assure aussi de cet aspect non-conformité. On l'évoquera un peu plus tard dans la présentation. Et puis, on va prendre un aspect qualité aussi, parce que ces méthodes dont je vais vous parler aujourd'hui, leur objectif, c'est également de vous permettre de maîtriser le risque industriel lié à un résultat de mesure qui est erroné ou voir l'impact que ça va avoir. Tout simplement parce que à partir du moment où on met en place des méthodes, c'est plus arbitraire, ça repose plus sur des historiques à 12 mois, mais ça prend vraiment en compte tout l'environnement qui est le vôtre en final. Donc les méthodes dont on va parler un petit peu plus aujourd'hui. Donc là, on va pouvoir rentrer dans le détail. Les méthodes qu'on propose, il y en a deux qui sont en plus complémentaires. Donc généralement, en fonction du type de parc d'instruments de mesure, vous allez pouvoir appliquer l'une ou l'autre et voire très souvent les deux. Donc la première dont on va parler, c'est la méthode de la dérive.
Donc celle-ci, elle va s'appliquer plutôt sur les instruments de type dimensionnel, type même exactement go, no go, gauge, etc. Et la méthode opérette qui va pouvoir être appliquée sur tout type d'instrument de mesure. En fait, leur approche, comment ça va fonctionner? La méthode de la dérive, elle s'applique sur les go, no go, etc. Parce qu'en fait, elle est faite et pensée pour les instruments de mesure qui s'usent avec l'utilisation. Donc tout ce qui va être ring gauge, filter gauge, les choses comme ça, on sait que c'est des instruments qui, dans leur utilisation, ils se détériorent. Et cette méthode va, avec l'historique des calibrations, voir le comportement de l'usure et en déterminer la fréquence optimale. L'objectif effectivement de cette méthode, ça va être d'anticiper la date limite d'usure à partir du comportement passé. Et comment on la met en place? Donc, elle se met en place par groupe d'instruments similaires. Donc, on va par exemple regrouper entre eux les tampons lisses, les filter gauge, des choses comme ça. Donc, vraiment par grande famille d'instruments. Et on va modéliser la pente de chaque instrument. Et à partir de cette modélisation, on va être capable de déterminer la dérive la plus forte, donc ce qu'on va appeler l'alpha max. Là, sur l'exemple que j'ai ici, on a fait le cumul de toutes les usures et on en détermine l'alpha max, qui est donc l'usure la plus forte. Et c'est à partir de celle-ci qu'on va se baser pour recalculer la prochaine date d'étalonnage de chaque instrument de ma famille. Et donc ce travail-là, après, on va le dupliquer famille par famille. Ce qui va être intéressant, et donc le fonctionnement de la méthode, la première étape, ça va être la mise en œuvre. Donc vraiment, on va travailler sur un groupe d'instruments similaires. On modélise la pente, comme je le disais, et on détermine le cas où la dérive est la plus forte. Et après ça, on va pouvoir le dupliquer au parc d'instruments. Là, la prochaine date d'étalonnage sera déterminée par l'alpha max, comme je le disais. Donc là, on le voit bien ici, c'est ma dernière date d'étalonnage. On va se servir de l'alpha max pour venir proposer la prochaine date, tout en étant effectivement au plus proche de la limite d'usure pour vraiment favoriser la fréquence la plus importante. Bien sûr, après, ça, c'est des choses qui peuvent s'ajuster aussi avec vous. Si vous nous dites, non, là, c'est trop risqué de se rapprocher à ce point-là de la limite d'usure, on adapte, on anticipe, bien sûr. Donc, les plus et les moins de cette méthode-là, vraiment, le premier avantage, déjà, ça va être que ça permet de vraiment étudier le comportement sur un ensemble de moyens. Donc là, comme je le disais en introduction, on va vraiment venir comparer avec votre utilisation et votre quotidien, parce que voilà, d'une entreprise à une autre, les façons de faire sont différentes, les utilisations sont différentes, les produits sont différents. Donc tout ça, ça va avoir un impact sur le comportement de l'usure de l'instrument de mesure. Donc c'est en ça aussi que on prend en compte l'aspect risque, parce que là, on met en place une méthode qui répond vraiment à votre réalité. C'est le deuxième point là que je suis en train de détailler, c'est qu'effectivement, c'est une étude qui est spécifique à l'entreprise. Chaque entreprise aura sa propre méthode de la dérive. Les fréquences sont justifiées parce qu'étant donné qu'on vient étudier avec l'historique des calibrations, ça vient prouver, c'est ça qui vient justifier en fait la méthode. Et puis c'est une fréquence qui est adaptée à chaque moyen. Forcément, un gauge qui va être neuf, il va avoir une périodicité élevée, alors que celui qui va déjà être usagé, il va avoir une périodicité qui est faible. Les inconvénients qu'il va y avoir par contre sur cette méthode-là, c'est une méthode qui est limitée aux moyens qui s'usent. C'est pour ça que généralement, en complément, on met en place la méthode opérette, parce que tout ce qui va être sonde de température, vernier, les instruments de ce type-là, ça s'use beaucoup moins, voire ça ne s'use pas. Donc la méthode ne se prêtera pas à ce type de moyens-là. Et forcément, le changement de fréquence de l'utilisation du moyen, ça peut avoir un impact sur la dérive en elle-même, parce que l'usure ne sera plus monotone comme c'était avant, étant donné que avant on voyait l'instrument tous les 12 mois, à partir du moment où on vient, par exemple, le voir tous les 26 mois, et l'usure se comportera pas de la même façon. Donc ça peut
avoir un impact après sur l'estimation de la date. Et puis, de toute façon, aussi, au-delà de la fréquence d'étalonnage, certains instruments vont avoir des fréquences d'utilisation qui varient en fonction de la production. Donc là aussi, on va se retrouver dans un cas d'usure qui est pas monotone. Ça nécessite un grand nombre de moyens pour faire l'étude statistique, c'est-à-dire qu'on considère qu'il faut au minimum une vingtaine d'instruments de mesure par catégorie et qu'au sein d'une même étude, il va falloir à peu près une centaine d'instruments de mesure au total, donc 3-4 catégories généralement pour une même étude. Et puis le dernier inconvénient, mais c'est là-dessus qu'on peut jouer aussi avec l'expertise qu'on a, c'est que ça nécessite d'avoir l'historique des mesures. Donc avoir au moins 2 étalonnages qui aient été faits. Et quand je dis étalonnage, c'est qu'il faut qu'on ait accès aux résultats de mesure. Ça, c'est pas simplement oui, l'instrument il était conforme sur le dernier étalonnage. On a besoin d'avoir accès à l'historique et aux données de mesure pour pouvoir justement mettre en place cette étude de la dérive. La deuxième méthode dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est la méthode opérette. Cette méthode-là, elle va donc pouvoir s'appliquer à tout type d'instrument de mesure. Et ce qu'on aime bien dire chez Deltamu, c'est que c'est le bon sens mis en équation. C'est-à-dire que généralement, en fait, pour vous parler rapidement de cette méthode-là, donc la méthode opérette, c'est une étude de criticité qu'on va faire sur les instruments de mesure, qu'on va définir des critères de notation, qu'on va ensuite pondérer. On le verra un peu plus loin dans la présentation. Et c'est grâce à cette étude de criticité qu'on va être capable de déterminer la nouvelle fréquence des instruments de mesure. Donc, comment ça se passe? On va effectivement constituer un groupe de réflexion. Donc là, il va y avoir 1 ou 2 experts Deltamu qui vont faire partie de ce groupe, mais aussi les gens de plancher. Ça pourrait être éventuellement aussi des personnes du service achat chez vous, etc. Parce que la deuxième étape, c'est de définir les critères de notation, la base de notation et la pondération. Et parmi ces critères, il y a des choses qui sont du bon sens. C'est pour ça qu'on dit que c'est le bon sens qui est mis en équation et des choses que généralement vous suivez déjà. Par exemple, un des premiers critères qu'on aime bien proposer, c'est quel est le coût de la calibration? Est-ce que ça vous coûte 50 pièces de faire calibrer cet instrument de mesure ou est-ce que ça en coûte 1500? Forcément, l'instrument qui coûte le plus cher à faire calibrer, on va vouloir le faire moins souvent versus celui qui est pas très coûteux. On peut se permettre de le faire plus régulièrement, c'est pas gênant. Un autre exemple de critère qu'on pourrait avoir, c'est le risque d'avoir un résultat de mesure qui est faux. Est-ce qu'il y a un enjeu de sécurité, de blesser les utilisateurs, ou est-ce que c'est un défaut esthétique, ou alors est-ce que ça aura pas d'impact au final? Forcément, l'instrument de mesure qui intervient sur un procédé de fabrication ou un produit fini où il y a un risque pour la santé ou pour la sécurité des personnes, celui-là, on veut le voir souvent. Alors que celui où c'est simplement un défaut esthétique, on peut se permettre de le voir moins souvent. Une fois que tous ces critères auront été définis, on va noter les instruments de mesure un par un. Ça va nous donner les éléments pour calculer la nouvelle périodicité. Et une fois que ça aura été validé, on va pouvoir l'appliquer aux nouveaux instruments de mesure et le lisser également dans l'utilisation. Ce à quoi ça peut ressembler justement une base de notation. Là, vous avez un exemple sous les yeux. Alors, il y a des bonnes et des moins bonnes pratiques dans cet exemple-là. Donc, c'est justement pour vous donner un peu des façons de faire et de penser les choses. Donc là, vous voyez, j'ai des critères qui sont pondérés, donc de -2 à +2. Donc, plus l'instrument va avoir une mauvaise note, plus ça va venir étendre sa fréquence. Pardon, pas l'étendre, la réduire. Donc, plus il aura une mauvaise note, plus on va vouloir le voir souvent. Alors que les instruments qui auront une meilleure note, on va pouvoir venir étendre la fréquence et les voir moins souvent. Et après, pour chaque critère, on vient pondérer. Donc, la gravité d'une mesure erronée, donc c'est l'exemple que je donnais un peu plus tôt, là, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai un résultat de mesure qui est faux? Là, il y a une forte pondération parce que ce critère-là, il est important.
il faut qu'il ait un impact plus fort sur la notation que le reste. Donc c'est pour ça on lui a mis une pondération à 3. Le besoin de performance métrologique, là il y a une pondération de 1. Donc voilà, après chaque critère, on va ajuster pour affiner la notation. Ensuite, ce qu'on préconise, c'est un max de 5 plots, donc de -2 à 2 là, pour harmoniser les choses. Et puis, on peut avoir des cas où il n'y a pas de résultat intermédiaire, ça peut être simplement les extrêmes. C'est ce qu'on a fait apparaître ici pour le besoin de, pour le besoin de performance métrologique. Là, j'ai un critère à -2, un critère à 0, un critère à 2, parce que c'était difficile sur cette note-là d'avoir des résultats qui soient entre les deux. Et puis là, ce qu'on met en évidence aussi, c'est que, attention, peut-être qu'il y a des critères de notation qui vont être redondants, qui vont exprimer la même chose. Donc, c'est des choses sur lesquelles on attire votre attention. Voilà, c'est simplement pour vous montrer un petit peu comment on peut définir la base de notation pour cette méthode-là. Et puis, les avantages et les inconvénients de cette méthode. Donc, c'est une méthode qui est adaptée pour une grande diversité d'équipements et d'utilisation, comme je le disais en introduction. On ne se limite pas à un type d'instrument de mesure ou une famille d'instruments de mesure. Là, au sein de la même étude, on peut aussi bien avoir des sondes de température que des balances, que des clés dynamométriques. C'est une étude qui s'y prête très bien. C'est une méthode qui est intuitive dans son principe. Effectivement, c'est facile d'intégrer un nouvel instrument à la méthode. Et puis, les critères dont je vous ai parlé, c'est effectivement du bon sens et ce sont certainement des choses que vous suivez déjà. Simplement, c'est pas formalisé et vous en servez pas forcément pour retravailler les fréquences de calibration. C'est une fréquence qui est adaptée à l'utilisation de chaque instrument. Effectivement, deux appareils qui sont identiques mais utilisés de façon différente peuvent avoir deux fréquences différentes. Un exemple tout bête, il y a deux verniers mais qui sont pas utilisés sur la même ligne de production ou sur le même produit. On va voir des différences en fonction de l'utilisation réelle. Les inconvénients, c'est une méthode qui nécessite une grande quantité d'équipements variés. Donc là, il faut un minimum de 50 instruments de mesure, mais comme je le disais, au sein de la même étude, là, il va falloir avoir des sondes de température, des clés dynamo, des balances, etc. C'est là que vraiment on va venir ajouter de la valeur. Les inconvénients, c'est une mise en place qui peut être longue sur un parc avec beaucoup de moyens, parce que même si la base de notation et les critères de notation sont les mêmes pour tous les instruments de mesure, chaque instrument va devoir être noté individuellement pour pouvoir faire ressortir sa réalité. Et le dernier inconvénient, c'est qu'il y a quand même des hypothèses qui sont à respecter lors de la mise en place de la base de notation. Donc, ça demande une vraie réflexion au départ lors de la mise en place de cette base de notation pour avoir quelque chose qui corresponde réellement à votre façon de faire et à votre utilisation des instruments. Alors, notre démarche et comment on peut accompagner là-dessus, ça va surtout s'appliquer à la méthode de la dérive parce que la méthode opérette, étant donné que c'est la définition des critères, on est de toute façon là pour vous aider à définir ces critères de notation. Donc là, je vais parler plus particulièrement de la méthode de la dérive qui peut avoir ses particularités. Le premier cas, vous avez l'historique des résultats qui est disponible et les données sont fiables, elles sont validées. Donc là, on peut faire une pré-étude sur 20-30 calibres d'une même famille. Là, il faudra, comme je le disais, les 2 ou 3 derniers résultats d'étalonnage. Et on va calculer la périodicité optimale pour cette première pré-étude. Et ça va vous permettre en fait de valider le concept, éventuellement aussi de venir avec des arguments auprès de la direction pour leur montrer le retour sur investissement, etc. Le cas 2, l'historique des résultats, il est partiel.
Donc là, on va utiliser des données de référence parce que nous, avec l'historique qu'on a, ça fait depuis 2006 qu'on propose ces méthodes chez nos clients. Donc, l'historique, on l'a et on est capable de déterminer un alpha max. Donc, sur la méthode de la dérive, c'est la pente maximum d'usure, c'est l'alpha max. Et donc, nous, on va être capable d'utiliser un alpha max standard qu'on va venir appliquer sur un échantillon. Et après, c'est une approche qui est évolutive. À force de constituer de l'historique, de données, de calibration avec notre solution, on va être capable de cet alpha max standard de finir par l'évacuer pour mettre en place un alpha max qui correspond réellement à votre fonctionnement. Et le dernier cas de figure, qui n'est pas un frein pour autant, c'est que vous n'avez aucun historique de résultat qui est exploitable. Pour X ou Y raison, par exemple, le laboratoire avec lequel vous travaillez ne vous fournit pas les données ou en tout cas, elles ne sont pas utilisables. Une fois encore, on utilise nos données de référence, donc on met en place notre alpha max et puis on fait réétalonner vos instruments de mesure par un laboratoire partenaire pour que on constitue et on ait accès à ces données facilement. Donc voilà, peu importe où est-ce que vous vous situez, on sera capable de mettre en place l'accompagnement qui correspond. Et tout ça, c'est rendu possible grâce à notre solution Optimu, en fait. Donc, ça me permet de faire une transition rapide. Je vais vous montrer justement dans Optimu à quoi ça va ressembler. C'est une présentation rapide du logiciel que j'ai prévu aujourd'hui. Donc là, ce que vous voyez tout de suite à l'écran, c'est le tableau de bord du logiciel sur lequel vous arrivez. Donc là, j'ai quelque chose qui est un peu représentatif pour un point de vue manager, on va dire. On voit tout de suite d'un coup d'œil, par exemple, la répartition de mon parc d'instruments de mesure. Je peux venir l'ouvrir en grand là pour voir, voilà, j'ai mes 145 instruments qui sont en service. Bon, attention, j'en ai 6 qui sont en dépassement de tolérance pour des comparaisons inter-instruments. Ça, c'est d'autres méthodes qu'on propose. C'est plus pour, c'est toujours pour les fréquences d'étalonnage, mais c'est un fonctionnement qui est très différent. Donc, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais au moins vous savez que ça existe. Et ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est que quand je suis sur Optimus, sur la fiche de vie d'un instrument de mesure, j'ai l'historique de mes interventions et on va voir quand j'ouvre la fenêtre pour aller consulter mon étalonnage vérification, j'ai les résultats de mesure qui sont renseignés. Ça, je vous en parle parce que c'est important dans l'utilisation notamment de la méthode de la dérive. Quand je vais cliquer ici, hop, ça m'ouvre cette fenêtre. Et là, je vois justement l'historique de tous les étalonnages qui ont été faits sur l'instrument de mesure avec les résultats. Et donc, je peux voir le comportement de mon instrument de mesure. Alors là, j'ai pris l'exemple d'une sonde de température parce que justement, c'est pas un instrument qui s'use, une sonde, mais la dérive pourrait éventuellement être prise en compte quand même. Ça pourrait être un critère de notation sur une méthode opérette. Parce que là, on voit que il n'y a pas de comportement standard, mais c'est peut-être à prendre en compte quand même. Je voulais vous montrer ça. Et puis, si je prends au contraire un instrument qui a un comportement d'usure, là, je vais voir sur mes résultats que effectivement, là, il va y avoir une légère pente qui se dessine. Et on voit, alors, je vais vous enlever la partie résultat pour que vous le voyez un petit peu mieux. La partie à droite de régression, là, justement, c'est le comportement d'usure de l'instrument que Optimu est capable de calculer. Et donc, par-dessus, on vient superposer en fait les résultats parce que c'est eux qui vont alimenter cette droite de régression. Voilà pour vous montrer déjà pourquoi c'est important d'avoir les résultats et l'historique de vos résultats de mesure. Et c'est pour ça qu'on le permet facilement dans Optimu. Ça me fait penser d'ailleurs que vous fassiez l'étalonnage avec Optimu ou que ce soit un laboratoire externe qui le fasse. On a toujours la possibilité de venir rajouter manuellement ici un résultat de mesure. Donc, c'est ce qui va permettre aussi de rendre les choses faciles pour la suite. C'est que à chaque fois qu'il y aura un étalonnage qui sera fait, qu'il soit fait à l'externe ou pas, on vient rajouter les résultats
Comme ça, on permet à Optimu d'enrichir la base de données et de conserver cet historique. Ensuite, je vais vous montrer les deux études dans Optimu. Alors, j'ai déjà tout pré-renseigné pour que ça aille plus vite aujourd'hui. Donc ici, je vois que j'ai deux études opérettes. Donc j'ai la 001 qui a déjà été terminée. Donc celle-là, elle date de 2022. Et puis j'en ai préparé une autre, où là, que j'ai appelée 002. Parce qu'il faut savoir de toute façon que les méthodes d'optimisation qu'on propose, on ne les fait pas une fois et c'est terminé. Il faut les faire vivre. Donc l'instrument de mesure qui se retrouve par exemple avec une nouvelle fréquence à 26 mois, une fois que les 26 mois sont passés et qu'il a été étalonné, il faut refaire une étude, mais là qui sera très rapide puisqu'on a déjà défini tous les critères, il faut simplement renoter, ou alors si c'est la dérive, on a déjà déterminé l'alpha max et il faut simplement recalculer avec son nouveau résultat d'étalonnage, donc ça va beaucoup plus vite, et ça va permettre de faire vivre ces optimisations et de toujours étalonner les instruments de mesure au plus vrai de leur utilisation. Donc c'est pour ça, là, sur ma méthode opérette, donc j'ai fait une étude sur un lot, donc là j'ai 131 instruments. Alors, pour vous montrer, avant ça, donc mes 131 instruments sont là. J'ai renseigné déjà les critères de notation, donc la gravité des conséquences d'une mesure erronée, la dérive de l'équipement, j'en parlais un petit peu plus tôt. Ça peut être intéressant quand même de suivre ça au sein d'une méthode opérette, même si c'est pas un instrument qui présente vraiment une usure. Donc on détermine 5-6 critères de notation avec les pondérations qui conviennent. Et une fois que les critères de notation et les pondérations ont été définis, on va pouvoir venir noter les instruments de mesure. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, là il faut venir les noter un par un. Je me suis simplement gardé une ligne à noter. Et là je vous agrandis aussi chaque fenêtre pour que vous voyez, on voit bien chaque critère, donc comme ça on sait ce qu'on vient noter. C'est pareil, si vous voulez voir le détail, ici quand j'ai renseigné un critère, je sais à quoi correspond chaque note. Sur la partie coût, je sais que -2, c'est qu'il n'y a pas un fort coût de vérification, alors que 2, il y a un coût de vérification qui est important, etc. Voilà, tous les critères sont définis, les intitulés sont définis aussi, et on peut savoir pour chaque note à quoi ça correspond. Et donc là, quand je vais venir noter mes instruments de mesure, hop, donc je finis ma notation, et quand je vais ici, là, sur la partie mettre à jour les périodicités, pardon, il n'a pas calculé, il faut que je lance mon calcul. Là, il m'affiche les résultats sous cet aspect-là, mais quand je vais venir mettre à jour les périodicités, voilà, pour chaque, il m'indique l'ancienne périodicité, la nouvelle. Donc, je vois que j'ai certains instruments qui étaient à 12 mois qui passent à 37, ainsi de suite. Et ce qui va être intéressant quand même, c'est que il va me donner des alertes. Là, je vois que l'ampèremètre, donc qui est métro.002 pour son identification, il était à 12 mois. Là, il me propose une nouvelle fréquence à 10 mois et il me met une alerte. Attention, la périodicité est faible. Est-ce que ça nécessite peut-être de remplacer l'instrument de mesure? Est-ce que voilà, donc on a quand même des alertes. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est que ça vient pas nécessairement toujours étendre la fréquence. C'est vraiment en lien avec l'utilisation de l'instrument de mesure. Donc, ceux qui nécessitent d'être vus plus souvent, il va réduire la fréquence et il va quand même alerter sur la périodicité qui peut être faible. Et on voit quand même que dans l'ensemble, j'ai beaucoup d'instruments où ça vient au contraire augmenter la fréquence. Pour la méthode de la dérive, ça va ressembler à peu près à la même chose.
Donc là, c'est pareil, j'ai une étude initiale qui a été terminée en 2022. Je lance une nouvelle étude ici pour cette année. J'ai sélectionné mon groupe d'instruments. Donc là, ce sont des tampons lisses et je peux mettre à jour les périodicités également. Et alors là, volontairement, j'ai gardé des instruments de mesure qui étaient, euh, qui étaient critiques au sein de l'étude euh, pour bien vous faire voir que justement, oui, dans l'ensemble, ça va venir recalculer et, et agrandir les fréquences. Mais quand on est sur des instruments de mesure qui présentent vraiment de l'usure, eh ben, au contraire, ça va la réduire. Là, je vois que j'ai mes instruments, ils sont passés à 10 mois, 9 mois, etc. Et puis, j'ai des alertes sur ceux qui sont faibles, voire même, là, ils me proposent automatiquement de rebuter les instruments de mesure parce qu'ils doivent avoir atteint la limite max d'usure. Donc, c'était important aussi quand même que vous voyez que dans Optimu, on a des alertes et des freins pour dire non, là, c'est pas possible de venir optimiser ou alors au contraire, il faut jeter l'instrument de mesure parce que là, avec le nouveau calcul, il est arrivé à sa fin de vie en fait. Voilà pour ça et comment ça se présente dans Optimu. Donc, vous aurez toujours voilà, le rappel de l'ancienne périodicité, la nouvelle pour que vous puissiez comparer. Et puis des alertes pour vous dire, attention, cet instrument-là, il y a quand même une zone de doute, il y a une périodicité qui est très faible, ça peut être important de surveiller ça de près. Surtout sur des instruments qui présentent une usure. Voilà, ça veut dire en fait, on jette l'instrument, ça fait partie des règles notamment qui nous est déjà arrivé de mettre en place avec certains clients. La règle, c'était quand l'instrument de mesure, suite à une méthode de la dérive, il arrive à 3 mois, ben là, on se dit on le jette, on part sur un neuf. Voilà pour cette présentation rapide dans Optimu. Et puis, si je reviens sur le webinaire d'aujourd'hui, donc ce qu'on va mettre en avant, c'est qu'il y a des résultats concrets, hein. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'avec la méthode opérette, on est sur une moyenne de nouvelles fréquences qui va se situer à peu près à 36 mois. Avec une méthode de la dérive, on se situe plutôt à 40 mois sur la nouvelle fréquence d'étalonnage. Et on a un retour sur investissement qui est en moyenne inférieur à 18 mois. Donc ça permet quand même un retour sur investissement rapide. Ça forcément, puisque si, comme la plupart des industriels, vous avez des fréquences qui sont à 12 mois, forcément, très rapidement, en mettant en place l'optimisation, les retours sont présents. Et puis, je voulais quand même vraiment vous montrer une application chez un client. Donc là, c'est un exemple réel, hein, c'est quelque chose qui avait été fait avec Optimu. Donc le client en question fabriquait des instruments et dispositifs médicaux. Donc la contrainte normative qui était présente, c'est l'ISO 13485. Donc ça, c'est un référentiel normatif qui est imposé justement aux fabricants de dispositifs médicaux, et au monde médical et ou pharmaceutique de manière générale. Donc le contexte, ils voulaient optimiser leur périodicité d'étalonnage. Les instruments concernés, donc là l'étude s'est faite sur la totalité du parc, hors certains équipements où là il pouvait y avoir des contraintes vis-à-vis des clients. Donc ça a concerné au final 700 instruments et on a fait un échantillonnage de 150 instruments pour l'étude de départ. Il y a 5 critères qui avaient été choisis et retenus. La périodicité initiale moyenne était donc à 12 mois, comme c'est souvent le cas. Et la périodicité finale moyenne s'est retrouvée à 27,6 mois. Et ça a été choisi par le client en fonction des paramétrages, notamment potentiellement certaines contraintes que leurs clients aussi leur imposaient, etc. Donc voilà, on peut mettre aussi en place des garde-fous ou des règles à ne pas dépasser en termes de fréquence si vous avez des impératifs vis-à-vis de vos clients ou de normes spécifiques. De toute façon, dans la totalité des cas, quand il y a notre accompagnement, une des premières choses qu'on va venir regarder, c'est quelles sont les normes auxquelles vous devez répondre.
donc ISO 9001, mais aussi par exemple pour le secteur automobile, l'IATF 16949, la S 9100, etc. Vraiment tout votre environnement normatif et les contraintes qui en découlent, mais aussi toutes les contraintes qui vont découler de vos clients directement, parce qu'on sait qu'il y a des clients qui imposent certaines choses, et c'est important qu'on en ait connaissance, que vous nous partagiez ces informations-là, pour qu'on puisse le prendre en compte et mettre en place une optimisation qui soit optimale. Et puis simplement pour terminer rapidement ce webinaire, pourquoi c'est important de travailler avec nous et pourquoi c'est intéressant surtout de travailler avec nous. Comme je le disais en introduction, effectivement, Delta Mu, on a une expertise unique et qui est reconnue en métrologie. On a travaillé notamment sur la refonte de la norme ISO 10012, qui est donc Management de la qualité, exigence pour les systèmes de management de la mesure. Cette norme-là n'avait pas été révisée depuis plusieurs années. Donc, on a piloté le groupe de travail international de la révision de cette norme-là, dont la nouvelle version doit paraître en fin d'année. Et de manière générale, voilà, on travaille avec plus de 850 clients dans le monde, on a plus de 3000 utilisateurs. On sait que sur les méthodes d'optimisation, on peut au minimum venir réduire le budget de 20%. Mais tout ça en ayant des mesures qui sont toujours fiables et des décisions éclairées. Donc, on garantit la conformité, on permet de réduire les coûts en maîtrisant les risques. On vous fait gagner du temps parce que généralement, ce sont des choses qui vous consomment beaucoup de temps également. Et puis, on va permettre d'améliorer l'analyse parce qu'on a une vraie connaissance de l'environnement métrologique de manière générale. Et puis, on fournit l'outil qui va venir capter les données pour pouvoir faire cette analyse justement. Les bénéfices qu'on est capable de voir à chaque fois, c'est effectivement qu'on vous fait gagner du temps, qu'on garantit cette conformité. On assure la traçabilité aussi parce que je ne l'ai pas dit, mais le logiciel qu'on propose est intégré avec un audit trail. Donc, chaque opération qui a eu lieu sur l'instrument de mesure et puis sur la base de données du logiciel est tracée et traçable. Vous pourrez retrouver cet historique-là. On va vous permettre d'accroître la productivité parce que on sait que l'étalonnage des instruments, etc., ça vous demande du temps, mais ce n'est pas forcément toujours des actions à valeur ajoutée. Donc, on va vous permettre de libérer du temps pour venir justement les mettre à contribution sur des tâches à plus haute valeur. Il y a la fameuse réduction de coûts, la maîtrise des risques. Je ne vais pas me répéter, on a déjà pas mal fait le tour sur ces sujets-là. Je vous laisse simplement mes coordonnées. Alors, je pense que la plupart d'entre vous les ont déjà. Mais voilà, je laisse ça afficher un petit temps. Et effectivement, je pense qu'on va pouvoir terminer ce webinaire pour aujourd'hui. Si vous avez des questions qui vous viennent entre-temps, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont toujours à l'écran. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée.